Donc, bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire de Industry.org, le premier réseau social des industriels. Industry a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie du futur. Vous trouverez sur la plateforme Industry.org vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des grands influenceurs de l'industrie française et européenne. Je suis donc Jean-Philippe Laurencaire, je suis en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre bien connu de nos membres sur la plateforme. Et aujourd'hui, je reçois pour notre 14e webinaire, non pas un industriel, mais une personne qui est quand même au cœur de la transformation actuelle de l'industrie française. En effet, mon invité travaille à la réindustrialisation de la France bien avant que cela soit à la mode, hein, puisque le Covid nous a quand même pas mal aidé là-dessus, et en apportant à la fois du savoir-faire et des financements. Bref, j'ai l'honneur, j'ai la chance de recevoir Guillaume Mortellier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez PPI France. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, très heureux Bon, d'être ben, avec on est vous. très heureux de te recevoir pendant une petite heure. Évidemment, je tiens à te remercier de prendre du temps pour échanger avec nous et les membres de la communauté. Donc, on va passer un petit moment ensemble où on va parler de toi, parce que c'est toujours intéressant de connaître nos intervenants. On va passer un bon moment sur l'état de l'industrie en France, parce que tu as quand même un point de vue assez unique. Et on va parler de la BPI et de la façon dont vous pouvez aider les industriels, alors la façon dont vous le faites déjà depuis quelques années, et toutes les nouveautés avec les accélérateurs ou autres qui vont aider à la renaissance industrielle de la France. Bref, plein de sujets qui nous tiennent à cœur. Mais donc, avant ça, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître. Alors, en regardant ton profil, tu as fait des études d'ingénieur, tu aurais dû t'amener dans les opérations et finalement, tu as choisi la voie de la finance. Alors, de façon un peu provocante, j'aime bien dire que les financiers, c'est comme les chasseurs. Pour ceux qui ont la référence, il y a les bons et les mauvais chasseurs. C'est la même chose pour les financiers. Si on se parle, évidemment, c'est que je te place plutôt dans la catégorie de ceux qui utilisent la finance comme un outil au service de la création de valeur et des opérations. Mais tu peux un peu nous parler de ce parcours et de ce qui a drivé ta carrière qui est assez atypique. Ouais, alors tu dis j'ai choisi la finance, mais je suis dans une banque, je ne peux que l'admettre. Néanmoins, dans mon parcours, en fait, lorsque j'étais en école d'ingénieur, je me suis testé en fait à la finance à l'époque. J'avais fait du M&A chez Goldman, du conseil et de l'industrie, où j'étais dans une usine Michelin en Chine. Qui avait été récemment rachetée, une entreprise publique. Et en fait, j'ai commencé mon parcours professionnel dans le conseil pour deux raisons fondamentales. J'ai longtemps hésité avec l'industrie, mais chez Michelin, on devait passer par la France avec à l'époque une perspective, c'est début des années 2000, où on me disait bah, faut faire de l'optimisation marginale dans une optique, alors que Michelin est une très très belle boîte, hein, mais on Ouais, était on dans est une déjà logique d'optimisation marginale, il faut défendre les positions françaises, plutôt du coup défensif, et, euh, et, la projection dans l'industrie pour un jeune diplômé était à l'époque, il faut le reconnaître, très difficile. Et ne venant pas d'un monde industriel, je me suis dit, bah, tiens, on va commencer par le conseil. J'ai du ouais. coup travaillé chez Bain pendant 4 ans entre Paris et San Francisco, notamment pour des industriels, mais pas uniquement. Et je suis venu qu'après au private equity et à la finance, d'abord dans un fonds privé qui s'appelle Astorg. Et puis ensuite, j'ai rejoint en fait l'équivalent de BPI France à l'étranger qui s'appelle Proparco, pour ceux qui connaissent, où je faisais en fait de l'investissement dans des entreprises secteur privé à l'étranger. Donc j'allais investir des tickets de, on va dire, 2 à 20 millions d'euros dans des entreprises, principalement Mashrek, c'est-à-dire Égypte, Syrie, Jordanie, Liban, Irak, et puis Chine. Et j'ai rejoint Et tu BPI étais avec toujours ça. au contact de l'industrie au final. Tu avais toujours un lien, un touch point assez. Tu étais assez proche de ce secteur. Très, très clairement, en fait, dans tout ce parcours, j'ai largement conseillé des industriels, beaucoup de grands groupes à l'époque où j'étais chez Bain, et puis j'ai investi dans beaucoup d'entreprises industrielles, euh, notamment des ETI en pays émergents. Le, le, le vrai fil rouge qui m'a amené à l'industrie, moi, c'est plus une conviction qui est que l'industrie est le cœur du redressement de l'économie française. Et au-delà de l'enjeu de balance commerciale, redressement des comptes publics de façon large, je pense que l'industrie est aujourd'hui l'un des rares ciments sociétaux. Dans un contexte où en fait on a
notamment au niveau des services publics. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout ce qui est la santé. On a des gros challenges au niveau des hôpitaux, de la gestion des hôpitaux, d'une certaine manière de l'éducation nationale. Mais il n'y a plus de systèmes comme le service militaire et autres. Et dans la République française, du coup, aujourd'hui, le maintien du ciment social passe beaucoup par les entreprises et sur le terrain, en fait, ça passe beaucoup par les entreprises industrielles. Et du coup, il y a un double enjeu, selon moi, à l'industrie, qui est à la fois un vecteur quasiment géostratégique de souveraineté économique, mais c'est aussi un vrai ciment, un facteur de ciment social dans les territoires. Oui, Et aujourd'hui, clairement. si on regarde, le patron de PME est l'un des… dans un contexte où beaucoup de corps sociaux, de corps intermédiaires ont été un peu diffractés depuis 10 ans, en fait, le chef d'entreprise est l'un des vecteurs de mobilisation et de création de ciment social, l'un des plus forts. C'est dans ce sens-là que je pense que mon engagement et l'engagement plus largement de BPI France s'inscrit vraiment avec cette conviction-là, que l'entrepreneur est, au-delà d'un acteur fondamental sur la sphère économique, un acteur fondamental pour la société. D'accord. Et en Et particulier alors, évidemment, tu connais un peu mes convictions, tu sais qu'on est parfaitement alignés. Il y a eu beaucoup d'ouvrages autour de la désindustrialisation, dont celui de Nicolas Dufour, autour de la France périphérique, l'alignement, la corrélation entre les votes extrêmes, qu'ils soient, on va les appeler les votes populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et cette désindustrialisation. Moi, j'ai compris qu'au final, tu aurais pu rester dans le privé, dans la finance, gagner extrêmement bien ta vie et tu as fait le choix de te remettre au service de la République. Donc, forcément, un parcours devant lequel je m'incline. Aujourd'hui, tu fais quoi chez la BPI quand tu parles direction de l'accompagnement, concrètement, c'est quoi? Alors, peut-être avant de te répondre plus spécifiquement à ta question, juste sur la BPI France, moi, la raison fondamentale pour laquelle, il y a plein de raisons hein, qui, plus ou moins conscientes à l'époque, mais parmi celles, et selon moi la majeure qui était consciente, c'est que je trouve qu'on est une formidable plateforme d'impact. Parce qu'on a la chance d'être public et du coup d'avoir inscrit un peu dans nos gènes une forme de sens de l'intérêt général et puis de bénéficier aussi on a, par rapport à vous qui êtes industriel, on a quand même un confort en termes de lisibilité, de solidité financière permanente finalement, parce qu'on est adossé à l'État. Donc on a une vraie capacité de projection, un vrai impact massif. Et sur du temps long, vous êtes sur du un temps long, ouais. sur un volume significatif et sur du temps long. Et ça, on a réussi chez BPI France, à mon sens, à l'associer avec une vraie culture en termes d'exigence, de capitalisation de notre activité, de discipline de l'objectif, à avoir un mode de fonctionnement qui est assez proche du privé et qui permet en fait justement d'associer un peu cette vraie culture publique et cette la puissance publique a une vraie capacité d'aller fonctionner efficacement. En particulier, du coup, sur la direction de l'accompagnement dont j'ai la charge depuis 4 ans, hein, depuis sa création maintenant. La raison pour laquelle on a lancé ce métier-là, c'est qu'on avait la conviction qu'au-delà du cash qu'on pouvait amener aux entrepreneurs à travers des aides à l'innovation, des prêts, des injections de fonds propres, il fallait en plus renforcer le capital humain du patron de start-up, PME et d'ETI à travers l'identification et la mise en relation avec les meilleures compétences en termes d'expertise de conseil sur de la stratégie, sur des enjeux d'organisation, sur du développement commercial, sur de la croissance externe. Ouais. Et de la même manière qu'il fallait amener les grandes écoles que sont HEC, Polytechnique, Centrale, SCP, à faire des formations qui sont adaptées aux dirigeants de PME, sachant qu'aujourd'hui, un MBA, c'est plutôt pour un cadre de BU, de grands groupes, avec des business cases, de multinationales et autres, et qu'il fallait faire beaucoup plus d'opérationnel. Et donc, on a travaillé avec ces deux écosystèmes que sont d'un côté des freelances de conseil experts qu'on sélectionne, et le deuxième écosystème qui sont les écoles, ce qu'on appelle les grandes écoles, pour aller décliner en fait
des interventions qui sont adaptées aux besoins d'un patron de PME et qui a des enjeux très opérationnels et qui a besoin en fait qui a pas besoin enfin, c'est toujours intéressant d'avoir je dirais un vernis académique, mais qui a surtout besoin d'avoir quelque chose qui est exécutable très rapidement, concret, et qui ait de l'impact très, très vite. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on a structuré cette direction de l'accompagnement. D'accord, ok. On rentrera de façon très concrète tout à l'heure sur comment tu peux aider éventuellement les membres qui nous regardent dans leur vie quotidienne. Mais avant ça, moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Tu as une position ultra privilégiée, quasiment unique sur les évolutions de l'industrie en France, puisque tu vois passer tous les projets, tu vois parfois passer les entreprises en difficulté sur aussi bien un tissu de TPE, PME que de grands groupes. Alors, premièrement, j'imagine qu'il y a eu un avant et un après Covid sur la partie réindustrialisation, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des grands mouvements tectoniques que tu constates et les impacts que tu intuites à terme? Alors, je pense que le Covid a été, comme beaucoup de choses, un accélérateur. Néanmoins, si on se met sur un temps long d'une dizaine d'années, on voit qu'il y a eu une forme de consensus quasi apolitique sur le fait qu'il fallait réindustrialiser. Pour moi, le pivot, c'est 2010. D'accord. Il y a eu on est passé de la TVA pour la restauration, qui n'était pas vraiment dans une logique, qui était plus dans une logique, on va dire, demande, à une logique plutôt de l'offre, en fait. Ouais. Et cette bascule, selon moi, s'est faite à peu près en 2010. Et ce qu'on voit sur un temps long… C'est quoi, avec le CICE, tu penses que c'est Il y a eu, il y a eu déjà sous le mandat de Nicolas Sarkozy une première vision sur des enjeux de réindustrialisation. Ensuite, effectivement, il y a eu le CICE, tout ce qu'a pu faire Arnaud Montebourg sur les enjeux du Made in France, cette valorisation-là. Et ce qu'on voit sur un temps long, et maintenant on voit aussi une forte implication du président de la République actuel sur les enjeux de réindustrialisation avec un angle beaucoup plus innovation. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un vrai consensus pour se dire il faut qu'on se réarme au niveau de l'industrie et qui était antérieur au Covid pour moi. Ce qui a fait le Covid, c'est qu'en fait, ça a été un levier d'accélération de la mobilisation publique, à la fois en défensif pendant la période de Covid et maintenant beaucoup plus en offensif dans le cadre de France 2030, en se disant maintenant, il faut qu'on investisse massivement sur de l'industrie de demain, avec une double logique, encore une fois, quasiment économique, mais aussi géostratégique. En termes de, c'est un enjeu de souveraineté, en fait, l'industrie, et ça, c'est compris de façon à peu près consensuelle et associé à une sensibilité pour moi des individus, on va dire, des consommateurs français, sur l'enjeu de l'industrie qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus forte. Le côté Made in France, je suis incapable de dire dans quelle profondeur on le verra se matérialiser. Néanmoins, on constate qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte sur ces enjeux-là, aussi du côté du consommateur, finalement. Et donc, on voit une tendance quand même lourde, accélérée par le Covid. Le deuxième point, c'est qu'on a une phase qui a été, que je qualifierais un peu d'OMC depuis le début des années 80 jusqu'à l'entrée de la Chine, qui a été très globalisante, qui a eu… dont beaucoup d'économies, dont l'Europe, à mon sens, ont bénéficié quand même, faut pas le nier, mais sur lequel on n'a pas été très bien armé du côté de la France pour jouer dans cette économie un peu plus ouverte et finalement aussi… où la compétitivité ne se jouait pas qu'au niveau de la capacité de la performance économique, mais aussi sur une interprétation des règles qui était plus ou moins rigoureuse, et notamment en France, je pense qu'on a surinterprété beaucoup de règles de libre ou des concurrence. règles, alors toi, tu vas pas pouvoir en parler parce que ton rôle t'empêche de le faire, mais on a été complètement naïf sur la capacité à influencer la Commission européenne, alors que les Allemands ont été extrêmement pragmatiques et on peut les critiquer, mais ils ont joué le jeu, ils ont gagné. Et pendant 20 ans, ils ont vendu plein de machines aux Chinois, alors que nous, on s'est pris la production faite par les Chinois, parfois revendue par les Néerlandais. Donc, clairement, on n'a pas été bon. Hein.
Mais je le dirais moins directement, mais Oui, je sais, toi, tu ne peux pas le dire. Moi, je peux. non, mais je pense que non, non, mais c'est indéniable. Ensuite, on ne va pas se cacher derrière ça. On a eu un vrai et on voit que cette période un peu, donc encore une fois, OMC est en train de rebasculer avec un retour d'une forme de régionalisation de la mondialisation. Mais bien sûr, encore une fois, pas totale. Hein, on restera quand même dans des économies relativement ouvertes, mais on voit que le réarmement américain avec l'Inflation Reduction Act, qui est une forme de dumping Dumping, tout à fait. et, hyper massif, qui ne fait que répondre aussi à une organisation économique chinoise qui était aussi avec une très forte présence publique et qui permettait d'avoir un investissement de long terme, pas forcément dans une logique totalement libérale et économiquement, ben, on se retrouve, je pense, du côté de la France et du côté de l'Europe avec des enjeux et qui, à mon sens, ont été… Alors c'est pas encore résolu, mais l'Europe n'a pas d'autre choix que de réagir. Oui, Et selon moi, va le faire. Et on ne devra que réagir massivement. Mais ça va contribuer, en fait, je pense, à accélérer encore ce mouvement de réindustrialisation. Euh, et en particulier en France, on a quand même eu en avance de phase, je dirais, par rapport à ça, le, le France 2030 qui est pas neutre. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ces 50 milliards qui ont été mis sur la table sur 5 ans en pluriannuel, c'est-à-dire on sort des logiques budgétaires annuelles où on fait du rabot, c'est vraiment sanctuarisé avec comme vocation d'aller faire évoluer le tissu économique et puis de créer l'industrie de demain. d'accord. Alors, c'est super, ça fait une transition idéale. En effet, beaucoup d'argent, il y a vraiment une masse d'argent public là, qui est en train d'arriver. Euh, des transformations qui sont en train de se lancer. Est-ce que toi, tu constates des transformations plus ou moins efficaces? Est-ce que il y a des éléments de performance que tu as pu identifier qui te permettent de dire ce plan va réussir, celui-là va rater, et donc mieux flécher l'argent public vers les projets avec le plus de potentiel? Alors, nous, la grosse tendance qu'on voit depuis maintenant quasiment 18 mois, c'est l'émergence d'une nouvelle vague d'objets qui sont des startups industrielles, Ouais. qui est très marquante, hein, qui sont, vous voyez, on était sur des startups très digitales depuis 2000, enfin des plateformes, on va dire, au sens large, mais en tout cas se basant beaucoup sur l'adoption du digital et étant plutôt en, 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 en impact sur la manière dont on touche le client et dont on est un Ouais. peu organisé, à aujourd'hui des objets qui vont naître en se basant sur des nouvelles technologies ou des nouveaux usages et qui vont créer des nouveaux objets et du coup avoir une vocation à créer à terme de l'industrie. Ça, c'est quelque chose qui est très marqué dans notre activité, notamment de soutien à l'innovation. Et on a des signaux un peu faible parce nous, on va financer les startups dès les Ouais, premiers très pas en amont, vers ouais. des dispositifs Ouais. de subvention. Et ça répond à une ambition qu'on a eue depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans, de relancer fortement la transformation, toute la recherche qu'on peut faire dans les SAT notamment, en objets économiques, en fait, et du coup en entreprise. Tu as des exemples Ouais. comme ça d'entreprises qui ont réussi à se faire cette transformation, enfin de start-up comme ça qui sont en train Ben, d'amener. on a les flagships que sont les classiques Insect, Aledia, Vercor, qui sont quand même des objets qu'à mon sens, on n'aurait pas vu il y a 5 ans, ce type d'acteur. Donc ça c'est vraiment très, très marquant. Et face à ça, notre gros enjeu, en fait, on voit que cette dynamique va enclencher un renouvellement démographique de l'industrie française. Ouais. Et ce renouvellement, et l'industrie dans 10-15 ans sera nécessairement composée de ces acteurs nouveaux qui vont rentrer et puis d'acteurs existants qui vont avoir la capacité à pivoter en intégrant des nouvelles technologies, nouvelles manières de faire et en faisant des produits non pas… vous voyez, le produit N+1 est issu d'une innovation incrémentale de la version N, mais Ouais. on va se dire, il faut vraiment que je pivote dans ma manière de faire les produits. D'accord. Et du coup, il y a une image qu'on aime bien prendre sur la digitalisation. Créer une start-up, c'est sauter d'une falaise et il faut que tu construises ton avion pendant la chute.
La chute étant, le sol étant, j'ai plus de cash. Mais une transformation digitale, c'est changer les ailes, les moteurs de l'avion pendant que tu es en vol avec des centaines de passagers à l'intérieur. Donc, ce n'est pas forcément plus simple. Là, aujourd'hui, est-ce que, pareil, tu as pu identifier des bonnes pratiques? Est-ce que cette transformation, c'est uniquement réservé à des startups ou est-ce qu'il y a des gens qui ont du Ah non, legacy? non, Ouais. pas du tout. Non, ce qu'on voit, et c'est notre enjeu, en fait, c'est qu'il y a effectivement un enjeu, notre gros enjeu, c'est qu'il y ait plus de startups, qu'on sécurise leur exécution au maximum, qu'on les capitalise. Il y a aujourd'hui un écosystème capitalistique qui n'est pas mûr pour aller financer et faire scaler ces nouveaux objets. Donc ça, c'est un enjeu très clair de notre côté. Mais notre deuxième enjeu, c'est aussi d'aller accompagner les PME, les ETI qui vont être en pivot et qui vont être capables d'intégrer cette nouvelle manière de faire, sachant que ça va au-delà du digital, on va dire. Le digital étant qu'un moyen de faire ces changements-là. Et on voit émerger en fait des projets, notamment, je suis sûr que certains d'entre vous en ont entendu parler, hein, c'est les Damien Marc chez JPB System, Stéphane Faute chez Norcan, qui, sur une base industrielle historique très maîtrisée, très 4.0 déjà, ont été capables de créer quasiment des spin-offs qui sont des objets, typiquement Damien Marc qui faisait des boulons connectés, enfin, qui en fait toujours très bien d'ailleurs, très bonne qualité avec une industrie, avec une usine 4.0, mais il a été capable de faire un objet, une device qui permet d'aller moderniser une machine. C'est un peu le Shazam de la machine industrielle, comme il l'a Ouais, décrit. exactement, ouais. Ça calcule le TRS et ça qualifie le non-TRS Exactement. par les De toute façon, vibrations. façon C'est hyper impressionnant. légère. Et il vient pas du tout de là, mais c'est à cause de sa Non. personnalité qu'il s'est dit, bah, tiens, c'est un vrai besoin des industriels. Et du coup, avec ses staffs, avec lui-même sa propre compréhension des enjeux industriels, il a été capable de créer une nouvelle verticale dans son business, de la même manière que Stéphane Faute, lui, a été capable de créer un robot. Et ce type d'industrie, de pivot industriel, on est persuadé que ça va monter de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très lié à la nature du dirigeant, à son histoire, Bien sûr, à son à envie de faire. Donc, l'entrepreneur, on voit des bien sûr. pionniers. Aujourd'hui, on peut caractériser c'est des pionniers. Notre enjeu, c'est de massifier ça en donnant des moyens et aussi en accompagnant de façon beaucoup plus massive ces Ouais, entrepreneurs-là. alors c'est vrai que, je connais pas bien leur plante, mais sur JPB System, on les connaît bien. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir qu'en 10 minutes, ils sont capables de brancher n'importe quelle vieille machine et d'aider à la qualification du non-TRS, qui est un enjeu de performance industrielle majeur pour beaucoup d'entreprises avec beaucoup de machines. Une des difficultés qu'il a pu avoir aussi, c'est d'aller faire venir des développeurs dans le monde merveilleux de l'industrie. Vous travaillez, tu as un peu de vue sur aujourd'hui la façon dont vous arrivez à flécher des devs pour qu'ils arrêtent d'aller faire des applications de livraison de croquettes pour chiens en moins de 10 minutes à Paris et qu'ils aillent faire des trucs un peu plus intéressants dans l'industrie. Il y a des choses que tu vois Alors, en train de se monter? alors, pour moi, il y a un enjeu fondamental, et je suis très heureux de parler à des industriels aujourd'hui là-dessus, c'est que je pense que de la même manière que la vague de la French Tech a été finalement très portée par la conscientisation d'un nouvel écosystème symbolisé par justement la French Tech, qui a généré une attractivité, je pense qu'il faut vraiment que l'industrie française se saisisse de l'enjeu de marque, en fait, de création de marque. C'est pour ça qu'on a lancé la French Fab, c'était en 2017, Ouais. même si ce n'est pas une marque BPI France, mais nous, on la soutient parce qu'on est pour avoir vu ce qui s'était passé sur la French Tech, on est persuadé que le fait d'avoir une bannière, ça va attirer des nouveaux talents, ça va valoriser l'industrie française. Et aujourd'hui, pour moi, le principal problème des devs, c'est qu'ils ne conscientisent pas vraiment ce qu'est l'industrie, ils ne conscientisent pas quelles sont les opportunités que ça peut générer pour eux. Mais par contre, quand on les voit chez Damien, dans sa boîte Tiprod, ou même chez Tekin, par exemple, on voit qu'ils ont la capacité de mobiliser des devs parce qu'ils leur ont vendu un Une projet vision. très fort et qu'ils se sont inscrits dans une attractivité globale en termes de marketing de leur projet qui était très forte. Selon nous, du coup, la massification et la capacité d'attraction de chacun
des industriels de dev passera par une dynamique, au-delà de la dynamique individuelle, par une vraie dynamique collective de valorisation de l'industrie, de ces nouveaux projets, de cette nouvelle dynamique. Et pour moi, l'innovation est un axe d'attractivité assez fondamental. On crée un monde de demain, on a de l'impact. Je suis convaincu comme toi. Et alors, parfois, en discutant avec des industriels, certains me disent tout fiers, regarde, on a fait 1 ou 2 projets 4.0, ça va attirer les jeunes générations. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les jeunes générations, la digitalisation, c'est juste, ils sont nés dedans et c'est ne pas la voir qui est un désavantage. La voir, c'est juste la normalité pour eux. Et c'est assez compliqué, évidemment, de faire cette transition. Du coup, il y a quelques semaines, là, je discutais avec Luc Leroy, qui est un homme assez exceptionnel, qui est l'ancien patron de l'automatisation de Tesla. Et donc, il a à la fois un pied aux États-Unis, un pied en France et en Europe. Et lui, il me disait, quand il analyse le marché, il voit les Américains, ils sont en industrie 3.0, les Allemands, ils sont en industrie 3.0, ils ne sont pas encore au 4.0. Les Français, ils sont au 2.0 pour la majorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé encore cette partie robotisation, automatisation. En revanche, ceux qui sont passés au 4.0 sont en train de prendre une avance colossale. Donc, le 4.0 étant le traitement de la donnée. On peut aller jusqu'au 5.0 où tu as la circularité qui rentre également en compte. Comment on fait pour que nos industriels fassent ce saut quantique Alors pour moi, ce qui est assez intéressant dans tes exemples, même Tesla, ils ont commencé par la device, par ce qu'ils voulaient faire, par la voiture. Et en fait, le 4.0 a été structuré autour de ça. Et pour moi, l'un des défauts du 4.0, c'est qu'on a, enfin, l'un des freins au 4.0, c'est qu'on essaie de digitaliser un existant. Du coup, l'une des solutions qui nous apparaît évidente, notamment dans un contexte où on pense qu'il va y avoir qu'il y a déjà à l'œuvre une accélération des cycles d'innovation et de leur intégration dans l'industrie en général, c'est que, et c'est ce qu'on pousse à faire les industriels, c'est qu'il faut plus réfléchir en innovation produit. Et d'ailleurs, la transition écologique nous y incite. Hein. C'est un des axes fondamentaux qui amène à réfléchir à la manière dont on fait les produits quand on fait des analyses de cycle de vie ou autre. Eh bien, réfléchissons à la device, voyons ce qu'on veut faire, et derrière, disons-nous comment on va le faire. Et c'est là-dessus qu'on va embarquer une grosse partie du 4 ou du 5.0, effectivement, en intégrant la dimension humaine. Mais du coup, vous voyez la logique de se dire, mon enjeu est soit d'équiper, de me digitaliser, mais le vecteur ce qui va polariser les forces, ça va être vraiment, selon nous, l'innovation produit. Ça va être la device qui va driver ça, qui peut être techno ou pas techno d'ailleurs, le produit, hein, ça peut être de l'usage ou autre, mais de se dire, et du coup, réfléchissons à une manière de faire, à une interaction avec le client qui est différente, et du coup, qui va nous permettre d'intégrer le digital. Et pour moi, l'exemple de Tesla, c'est un peu ça. Après, c'est toujours plus facile d'être 4.0 quand on est une industrie qui a moins de 10 ans que quand on a 50 ou 60 ans. Hein. C'est aussi l'exemple de Tesla est entre guillemets facile. Enfin, on parlait de Michelin tout à l'heure, ils ont fait leur transition en 4-5 ans et on parle d'un groupe de plusieurs dizaines de milliers de salariés à travers le monde. Donc, c'est faisable, ça demande une volonté et des capacités et trouver les bonnes personnes. Et selon nous, Michelin, je suis totalement d'accord avec toi, ils l'ont fait, mais c'est aussi qu'ils ont toujours eu une culture d'innovation produit assez forte. Qui a toujours beaucoup drivé les choses. Et du coup, il y a une association un peu d'amélioration continue, du digital en tant qu'amélioration continue et du digital intégré via un nouveau produit, une nouvelle chaîne, en fait, une nouvelle manière de produire. C'est très, très clair. On va parler un peu de comment la BPI peut aider, enfin, aide déjà. Moi, j'ai déjà une première question pour me promener, commencer à connaître un peu maintenant l'écosystème. Donc, on a la French Fab, on a Tech in Fab, on a des accélérateurs, on a plein de systèmes de soutien financier qui sont nationaux, régionaux. On a les CCI, on a des clubs industrie du futur organisés par le MEDEF, par l'UIMM, on a le CETIM. Enfin, il y en a partout. Il y a les syndicats. Chaque syndicat a son propre club de start-up, etc., etc. Comment on fait pour s'en sortir et pour s'y repérer ?
Alors, bon, je pense qu'il y a deux angles sur ta question. Il y a le premier, c'est clairement dans un écosystème qu'on va qualifier de foisonnant et pas forcément lisible sur les enjeux de transformation, dans un contexte où l'enjeu pour l'entreprise est en plus très large. Donc, il y a des enjeux très larges, pas forcément où il faut clarifier, et face à ça, des acteurs qui peuvent accompagner qui sont eux-mêmes très larges. Nous, notre manière d'aborder ça, c'est on crée des alliances avec ces acteurs-là, en fait, en essayant de les embarquer opérationnellement. Je te prends l'exemple du CETIM. On a structuré depuis l'an dernier avec le CETIM un parcours industrie du futur où on va passer le témoin en fait sur des entreprises qu'on a embarqués dans des accélérateurs. Les accélérateurs, c'est des sortes de MBA pour dirigeants de PME où pendant 2 ans, on va les accompagner sur leur stratégie, leur organisation. On peut toucher du digital en stratégie digitale, mais on ne va pas aller jusqu'à la mise en œuvre techno. Eh bien, on a structuré un dispositif pour être capable de façon systématique d'aller passer le relais au CETIM quand on pense que l'entreprise a un enjeu d'intégration technologique. Et du coup, surtout, ne pas refaire ce que fait le voisin. Et en fait, c'est nous-mêmes créer cette continuité qui n'est pas forcément lisible de l'extérieur parce que je pense que personne ne pourra jamais comprendre. Pour baigner dans l'écosystème, je ne serais pas capable de dessiner de façon très propre qui fait quoi, même aujourd'hui. D'accord. Donc, le CETIM, par exemple, ça peut être votre bras armé pour avoir des actions dans la durée très opérationnelles. Et on est le bras armé du CETIM pour embarquer les entreprises sur des enjeux stratégiques. Et en fait, vu que l'industrie 4.0, c'est un enjeu vraiment circulaire de réintégration de la stratégie en fonction de ta capacité à intégrer une nouvelle techno, de ping-pong quasiment strat techno, que ce type d'alliance est pour nous assez fondamental. Et on le fait, on a lancé des programmes avec l'UIMM et autres. Donc, du coup, la manière dont on le prend, nous, cet enjeu de simplification, c'est qu'on essaye d'intégrer la simplification et de créer des continuums de parcours entre ce que peut offrir le CETIM, l'UMM et ce que nous, on peut offrir pour essayer que ce soit effectivement le plus lisible possible pour les dirigeants, ce qui aujourd'hui, j'en ai bien conscience de l'extérieur, pas forcément systématiquement le cas. C'est sûr que si on prend l'exemple d'un patron de PME qui a décidé de transformer, il s'est dit, bon, il faut que je transforme ma PME. Il y a une telle complexité apparente, en tout cas, du millefeuille, que souvent, il se retrouve à utiliser des cabinets spécialisés pour aller chasser la subvention. Et donc, tu as des gens qui gagnent beaucoup d'argent en jouant sur la complexité de l'accès à ces subventions. Mais au-delà des subventions, si on prend un cas concret, je suis un patron de PME de 50, 150 personnes. Je comprends que je suis en train de rater quelque chose. Qui je contacte? Qu'est-ce que je peux attendre? Comment vous pouvez m'aider à me transformer? Claire. Là-dessus, notre réponse est assez simple. On a nos médecins de campagne. En fait, on a un réseau de médecins de campagne qui sont nos chargés d'affaires. Les chargés d'affaires qui sont en région, qui sont proches du terrain, qui portent, en fait, notre réseau porte tous les dispositifs de BPI France et qui est en fait le bon interlocuteur parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'un besoin ponctuel, on est en train de parler d'un parcours d'évolution pluriannuel où il va falloir tirer à un moment une formation, à un moment un financement, à un autre moment une mission de conseil, à un autre moment une mise en relation avec le bon. Et notre mode de fonctionnement là-dessus, chez nous, est très clair, c'est qu'il y a notre direction régionale, qui est la bonne porte d'entrée. Il faut pousser la porte, rentrer, exposer ces enjeux. Et ensuite, on est capable, un peu comme le fait un médecin de campagne, renvoyer vers le spécialiste à traiter en front et à renvoyer vers le spécialiste quand il y a un besoin. Le spécialiste pouvant être formation, conseil. Cette année, on va faire 5000 missions de conseil pour des dirigeants de PME. On fait 250 sessions de formation, mais on est aussi capable de renvoyer vers le bon acteur qui peut ne pas être nous. Typiquement, sur l'export, on travaille avec Business France sur les enjeux de transition climatique, on travaille avec l'ADEME. Et toujours dans cette volonté, si vous voulez, de simplification systématique du parcours. Mais du coup, le bon moyen de rentrer, c'est de frapper à la porte. Et ensuite, on sait tirer le fil. C'est le d'affaires local BPI. On va sur le site BPI, on le trouve facilement. Et sur le site, on a toutes nos directions régionales, le contact. C'est combien de chargés je ne sais pas si tu connais les chiffres, mais on a 800 chargés d'affaires. On a 800 chargés d'affaires sur le terrain, 52 implantations, et du coup, on est capable de.
On a une granularité dans le territoire qui permet ça. Et pour nous, encore une fois, c'est assez fondamental parce qu'on a conscience que nous-mêmes, de l'extérieur, ce n'est pas forcément lisible. Mais du coup, on a cette. Quand je parlais de notre logique d'efficacité aussi un peu privée, c'est qu'on a conscience que notre enjeu, c'est de servir un client. Même si on est une entreprise publique, notre enjeu, c'est de servir un client et la simplicité d'interaction est fondamentale dans notre qualité de service. Et notre simplicité, en fait, on l'a centrée. En fait, l'absorbeur, ils ont des jobs vraiment difficiles, nos chargés d'affaires, parce que c'est eux qui doivent absorber cette complexité et être capables de renvoyer vers le bon interlocuteur interne, vers le bon dispositif de façon la plus efficace, en fonction du besoin. D'accord. Et alors, c'est top. Il y a une question qui a été posée par Youssef que je trouve intéressant et je vais essayer d'élargir un tout petit peu. Lui parle notamment de difficultés de créer des tiers-lieux qui soient pérennes économiquement. Donc, il parle de scope, de SS, mais il prend l'exemple notamment de la fabrication additive où parfois il est important qu'il y ait quelqu'un qui organise un tiers-lieu dans lequel il y a des investissements CAPEX qui permettent de travailler sur des pré-industrialisations, sur vraiment le démarrage, de diminuer le risque de création d'un nouveau produit, chose que font relativement bien les Chinois, font bien aussi les Allemands. Est-ce que c'est aujourd'hui dans les prérogatives de la BPI? Est-ce que c'est des ambitions que vous avez, déjà des réalisations sur le sujet? Alors, je partage totalement cette conviction-là, qui est qu'en fait, on va devoir, et encore une fois, désolé pour le côté un peu systématique du parallèle qui est pas total, mais de la même manière, sur les startups digitales, on a dû créer un écosystème d'incubateurs qui s'est mis très vite. En fait, on a besoin, sur les startups industrielles et sur le pivot industriel, de façon plus large, de créer un nouvel écosystème qui, aujourd'hui, existe en partie par briques, des fois physiques, des fois non physiques, mais qu'il va falloir largement développer avec, à mon sens, pas un one size fits all. On va avoir différents acteurs qui vont sauter, on en voit déjà émerger. On voit déjà des projets émerger avec des acteurs type, pour ceux qui connaissent peut-être EFI Automotive, qui a un dispositif qui s'appelle Accendus, qui est pour nous très intéressant en termes de capacité de faire du POC, d'aller vers de la petite moyenne, potentiellement grande série, les plus connus qui sont Kitmaker et autres. Donc il y a un peu des nouveaux acteurs qui émergent avec un service. Il y a des acteurs comme le CETIM dont je parlais tout à l'heure qui ont lancé leur quatrième, donc un dispositif où vous avez des lieux qui sont connectés. Il y en a 13 en France avec 5 flagships où vous pouvez toucher la machine, commencer à faire un peu de fabrication additive avant de vous dire je vais l'acheter ou je vais l'utiliser. Et du coup, on voit tout un écosystème monter. Donc, ma conviction, c'est il va falloir. Il ne faut surtout pas arriver en disant voilà le modèle, parce que ce n'est pas le cas même en Allemagne. On a des modèles hyper hétérogènes, très biologiques dans leur constitution. C'est-à-dire que selon moi, il faut que ça doit être pris quand même beaucoup à une maille régionale. Une maille régionale et locale. Ça ne peut pas être l'État qui va dire voilà comment il faut organiser l'ensemble des choses. Il peut pousser et il doit être en facilitateur pour monter les projets. Mais derrière, en pratique, selon moi, le local doit beaucoup pousser, notamment les régions et les métropoles. Et on voit certaines métropoles, je pense notamment à Vitré, en Aura, il y en a beaucoup aussi, qui commencent à se saisir de ces sujets-là, à la fois dans la logique hébergement et dans la logique, il faut créer des infrastructures et des tiers-lieux. Excuse-moi, j'avais du mal avec mon micro. C'est très clair et on est à nouveau complètement alignés. J'avais une question sur la synchronisation et la coordination entre les chargés d'affaires et, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle les structures régionales de développement économique. Comment se positionnent les chargés d'affaires avec les structures régionales? Je ne comprends pas la question, mais pourquoi ça doit être… Je ne sais pas qui la pose, mais c'est Patrick Martin.
les agences, c'est les agences régionales de développement économique Probablement. qui sont très hétérogènes d'une région à l'autre. Hein, on travaille main dans la main avec les régions, avec comme objectif, quand une agence fait quelque chose, typiquement, je vous prends Nouvelle-Aquitaine, qui est une région avec une vraie vision industrielle Ouais, et autres, ouais, ben, on ouais, a ils sont des partout. accélérateurs avec l'agence. On fait des accélérateurs avec l'agence. D'accord. On va donc là encore, on n'a pas un modèle de collaboration avec les agences régionales, mais systématiquement, on essaye de créer cette simplicité, de faire ensemble quand on peut, créer des continuités. Typiquement, quand je parlais du lien qu'on a avec le CETIM, quand on pense qu'il y a un enjeu d'intégration technologique et que la région a des dispositifs, le CETIM va naturellement amener vers les dispositifs régionaux. Il y en a déjà dans la plupart des régions sur l'industrie du futur. Donc, c'est vraiment de la même manière, en fait, on va faire du sur-mesure en fonction des régions pour s'assurer qu'on crée cette continuité, en fait, dans la même Très bien. logique que celle que je décrivais pour des acteurs comme le CETIM. Et donc, il y a une capacité d'orchestration de la part de la BPI, de la part du chargé d'affaires, avec des acteurs publics, mais j'imagine aussi avec des acteurs privés. Vous avez un rôle de sélection de ces acteurs privés, d'appel d'offres publics, comment… Alors, c'est la tension qu'on a, et c'est là où on est entre le public et le privé, c'est qu'on a vocation à ne pas tweaker le marché, c'est-à-dire à pas introduire des biais et à favoriser un privé par rapport à l'autre. Néanmoins, on a vocation aussi à choisir. Et pas sur des dossiers de 150 pages, sur de la conviction de nous, qui est basée sur la satisfaction des clients et la pertinence de ce que l'on a pu voir. Donc, on a des dispositifs qui sont systématiquement sélectifs mais ouverts. Et sans nécessairement passer par des appels à projets. Quand on a besoin de faire du massif, qu'on a des fonds de l'État, on passe par du formalisme qui est type appel à projet. Sur d'autres dispositifs, on fait plus de la recommandation de prestataires un peu ciblés. Notre enjeu, encore une fois, est double. On ne veut surtout pas biaiser le marché, mais dans le même temps, on veut amener de la qualité, et du coup, faire de la qualité objective, pas de la qualité sur papier. D'accord. Tu me parlais en introduction du fait que vous étiez très axé sur des objectifs, des KPI et du pilotage. Euh, dans 5 ans, on refait ce podcast, j'espère avant, hein. Mais dans 5 ans, on refait ce podcast. On ouvre le champagne, si c'est passé quoi? Toi, tu es content si c'est passé quoi d'ici 5 ans? Le marqueur, c'est les points de PIB, hein, le marqueur général. On n'a pas on a de l'ambition, mais on n'a pas la prétention d'être le seul facteur de redressement Oui, bien sûr. du poids de l'industrie dans le PIB français. Mais pour nous, ce serait le marqueur. Et le marqueur, c'est les points de PIB, et associé à ça, la balance commerciale, qui sont les gros enjeux. Néanmoins, à 5 ans, c'est presque un horizon trop long. On est sur vraiment quelque chose qui va prendre énormément de temps. On le voit jusqu'à la caricature dans le nucléaire, mais de façon générale, le combat de la réindustrialisation est un combat multidécennal. Et donnons-nous rendez-vous dans 10 ans, et si dans 2 ans on a 2 points de PIB, je trouve que collectivement, on aura fait un énorme job. Mais c'est vraiment notre marqueur notre marqueur, qui n'est pas un marqueur annuel, mais vraiment de long terme, c'est vraiment cette logique-là. Yes. Toi qui, en tant qu'ingénieur, à un moment donné, a décidé de mettre tes compétences financières au service de l'industrie, on le voit partout aujourd'hui. C'est un petit peu moins vrai qu'avant, mais pendant 30 ans, l'industrie n'était pas sexy. Attirer les talents dans l'industrie, ce n'était pas évident. Ça reste encore compliqué, même si la communication, tous les efforts qui sont en train d'être faits actuellement sont en train de changer petit à petit l'image de l'industrie. Toi, tu dirais quoi aujourd'hui à un ou une jeune élève ingénieur pour qu'il vienne faire un tour dans l'industrie plutôt que d'aller dans le conseil ou à nouveau aller vendre des croquettes pour chiens dans une application à Paris? Je pense que, à la différence d'il y a 30 ans, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est le bon moment aussi pour y aller, parce que il y a quand même encore une fois un alignement de facteurs. Et je suis assez admiratif des patrons qui ont tenu sur les dernières années, parce que ça a été dur. Et j'ose espérer
que tout ne sera pas simple dans les années futures, mais qu'en tout cas, ce sera vraiment qu'on est dans une phase de développement challenging, mais positive, fondamentalement. Et du coup, le deuxième point, en fait, c'est que s'il y a une tendance qu'on voit chez les jeunes de façon générale, c'est vraiment le côté je veux avoir de l'impact et pas rentrer dans un boulot qui n'a pas de sens. Et il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits où tu peux toucher ce que tu fais de façon aussi concrète que dans une industrie, que dans une entreprise industrielle. Et ce que l'on voit, nous, c'est on a lancé des dispositifs comme le volontariat territorial en entreprise pour inciter les jeunes à venir. Le gros enjeu aujourd'hui, il y a une volonté qui est en train de monter, c'est qu'il n'y a pas la connexion entre… vous voyez, quand vous êtes jeune, que vous voulez aller dans un grand groupe, dans une banque ou dans un cabinet de conseil, vous allez au Forum École et maintenant, vous connaissez les noms et du coup, assez facilement, vous trouvez là. Quand vous voulez aller dans une PME industrielle, sauf à connaître des industriels et autres, ça, c'est très compliqué. Et du coup, on revient sur les enjeux de branding et de marche. Donc, je pense que le gros enjeu, le gros moteur, c'est l'impact, le sens. Ouais. Il faut vraiment s'appuyer dessus. Mais il y a encore du boulot aussi après, en termes de visibilité, de lisibilité, d'attractivité. Tu as le savoir-faire et le faire savoir, hein, c'est toujours la même chose, c'est les deux jambes d'un même corps. Si il y a une dernière question qui veut venir de l'audience, ça sera avec plaisir. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que justement, il y a une question pertinente que j'aurais dû te poser, que j'ai oublié de te poser et dont tu aurais aimé parler? J'ai assez peu parlé de transition, même si j'ai touché de transition écologique, hein, mais je pense que vous avez tous conscience que c'est un peu le sous-jacent et finalement c'est un axe totalement convergent selon moi. Il y a quand même un alignement de facteurs sur la transformation entre volonté d'innovation qui va servir justement, qui va servir de réponse à la transition climatique et à la transition digitale presque, vous voyez, de réponse ou de vecteur de polarisation, qui est bien sûr fondamental, mais j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un des axes sur lesquels on travaille profondément, avec, encore une fois, une logique de mise en cohérence de beaucoup de facteurs. Quand on pense nouveaux produits, en fait, maintenant, il faut faire des produits qu'on décarbone ab initio. Il faut vraiment réfléchir à l'empreinte carbone des nouveaux produits que l'on fait et la digitalisation le permet, et ainsi de suite. Je vais te demander de sortir ta boule de cristal et je ne sais pas si tu sauras me répondre, mais l'impact carbone dans les produits et une réglementation européenne qui crée mécaniquement des barrières à l'entrée, des produits trop carbonés créés en Asie du Sud-Est ou ailleurs, versus les bons élèves qui font les efforts, qui sont plus chers de produire en Europe, mais de façon décarbonée. Quand est-ce qu'on va aussi leur permettre de ne pas être trop bons, trop cons, d'être les bons élèves, de produire correctement, mais comme ils sont plus chers, ils n'arrivent pas à vendre, quoi. Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour te dire je sais, après, je suis assez persuadé que ça va arriver parce que je pense que profondément, on n'a pas le choix sur ce sujet-là et qu'il ne faut surtout pas… Enfin, je vais le dire, je pense que sur l'automobile, la manière dont on a géré réglementairement l'électrification a été une erreur au niveau européen. Ça s'est fait de façon beaucoup trop brutale, avec finalement on a payé Tesla avec les quotas. BYD va raser le secteur d'ici 5 ans. Et du coup, je pense que on rejoint les enjeux. Je pense qu'on n'a pas le choix et que pour bien le faire, il va falloir qu'on ne soit pas dans un libéralisme béat. Le libéralisme a du bon, hein. Je ne suis pas du tout un anti-libéral, mais il ne faut pas que ce soit totalement naïf comme on a pu l'être par le passé. Oui, mais bon, tu viens de citer un exemple qui prouve quand même le contraire. Oui, on apprend. Oui. Enfin, on avait déjà fait la même bêtise sur les panneaux photovoltaïques. Hein. Oui, avec… on apprend, mais doucement. Avec un peu moins d'impact. Là, on a quand même on a quand même, pour être… nous, ce qu'on perçoit, c'est quand même une appropriation par les gouvernements nationaux et leurs administrations, ce qui n'était pas le cas par le passé de cet enjeu-là.
Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Et je ne dis pas que l'Europe s'est approprié encore dans sa structure administrative, mais c'est un des enjeux et je pense que la question est suffisante. Et c'est de toute façon l'un des axes de lutte contre une certaine forme de populisme anti-européen, que de se dire il faut être un peu moins naïf sur certaines dimensions. Oui, on est d'accord. La BPI, il y a des équivalents de la BPI dans d'autres pays européens avec l'efficacité qu'on connaît à la BPI? Alors, nous, l'un de nos modèles, notre benchmark, c'est la Banque de développement du Canada, qui est un peu qui est un modèle assez proche, qui fait des prêts, de l'investissement et de l'accompagnement. C'est d'ailleurs eux qui nous ont inspirés pour faire l'accompagnement. Derrière, on a en Europe des objets, on va dire, très hétérogènes en fonction de la structure administrative locale. Enfin, je prends par exemple l'Allemagne, on a une KfW qui a un peu d'émissions de BPI France parce qu'elle fait des garanties aux banques, mais qui n'a pas de contact direct avec les entreprises. C'est plutôt les Landesbanken ou les Sparkassen locales qui vont avoir qui vont avoir le contact qu'on fait. Donc, il y a un entre-deux. Il y a la Cassa di Prestiti CDP, Cassa di Prestiti et Prestiti en Italie, qui est assez proche de ce qu'on peut faire aussi, mais c'est jamais tout à fait ce que l'on fait. D'ailleurs, on a vocation, nous, on travaille avec ces différents acteurs pour essayer de pousser notre modèle et d'apprendre d'eux aussi, rétroactivement, comme on a pu apprendre de la BDC. Ok, ouais, ok. Donc il y a beaucoup d'échanges au niveau européen avec ces personnes-là. Écoute, Guillaume, on est arrivé au terme de cet entretien. Je te remercie énormément pour ce partage. J'ai trouvé ça évidemment passionnant et je suis sûr que nos membres également. Je vais te laisser retourner financer la France et financer la réindustrialisation. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que ce webinaire, si ce webinaire vous a plu, on vous attend sur la plateforme ondustri.org pour y retrouver vos pairs, des actualités et des formations. On a hâte d'échanger avec vous et le prochain webinaire aura lieu d'ici un petit mois. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Merci Jean-Philippe, merci à tous.